Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Je sais, vous le savez pour la plupart. Aujourd'hui on se retrouve parce que ça fait longtemps que vous me demandez des nouvelles de cette caméra, ça y est, qui est venue dans la Tech News Team depuis début 2016. C'est une caméra de chez Sony. J'avais comparé à peu près au départ entre Panasonic, Sony, Canon, etc. Tout ce qui pouvait se faire, au niveau du budget aussi parce que c'est des gros coûts. Le but de cette vidéo va pas du tout être le fait de comparer, si vous voulez, tout ce qui est réflexe Canon, caméra portable, etc. Je veux vraiment juste vous donner à mon goût les points faibles et les points forts. C'est pour ça que je voulais passer un peu plus de temps à tester cette caméra et que je voulais pas déballer le premier jour. C'est une caméra à la base qui va être faite pour du reportage. Ne serait-ce que par sa taille, on va remarquer une première chose, c'est que quand on la prend en main, c'est vachement plus stable qu'un réflexe. Pourquoi? Parce qu'on a vachement plus de zones, si vous voulez, où on peut placer nos mains. Et vu que le poids est quand même beaucoup plus conséquent qu'un réflexe ou qu'un petit bridge ou qu'une autre caméra portable, dès qu'on va l'avoir en main avec la poignée qui va se trouver juste du côté droit ou juste au-dessus, on va être vraiment hyper stable. Et en plus de ça, si vraiment vous bougez un peu, que vous êtes en voiture ou quoi que ce soit, il y a une stabilisation optique. C'est vraiment pas une stabilisation numérique, c'est une stabilisation optique. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'imaginons vous ayez un cercle comme ça, dans lequel il y a un autre petit cercle. Ce petit cercle, c'est votre objectif. Et entre le petit cercle et le gros, c'est un bain d'huile. Et du moment où vous allez activer la stabilisation, ça va forcément bouffer un peu plus de batterie. On va revenir sur l'autonomie un peu plus tard. Mais du coup, le petit objectif va vraiment se déplacer à l'intérieur du gros. Et c'est ce qui va faire qu'on a des images assez folles quand on bouge, etc. Surtout avec Thomas qui est juste derrière la caméra et qui filme souvent avec cette caméra quand je suis en reportage en déplacement comme dernièrement à Barcelone. Vu que je suis toujours à Barcelone, mais vous verrez cette vidéo un peu plus tard. C'est vraiment le point fort pour le coup, c'est la stabilisation et au niveau de la taille, voilà, une fois qu'on l'a en main, on bougera plus. Pour continuer dans la qualité vidéo, je voulais vraiment parler également de l'objectif. C'est pas un objectif interchangeable, c'est aussi ce que je souhaitais parce que je voulais pas investir des centaines d'euros tout au fur et à mesure dans d'autres objectifs, dans d'autres gammes, parce qu'on sait que c'est comme une grosse passion. Hein. Moi je le voyais déjà avec le réflexe, tu pars sur un petit 50 mm, puis après tu vas vers un autre objectif, puis ceci, puis cela, et puis tu finis avec un panoplie de collection. Donc c'est vraiment pas mon but. Là on a un objectif plutôt correct, on a du grand angle, encore une fois c'est une caméra à la base qui est faite pour du reportage, donc on va vraiment avoir la base de ce qu'il nous faut pour pouvoir tout filmer. On va avoir un zoom 20 fois, donc ça va être largement suffisant pour venir zoomer, etc., s'amuser un peu quand on est en convention à faire des gros zooms, des zooms avec la foule. Voilà, on aura de quoi s'amuser en tout cas dans la globalité de la caméra. Ensuite, je pense qu'il faut vite venir au niveau de la vidéo, de l'enregistrement, et c'est vraiment ça qu'elle va nous permettre de faire dans un premier temps. Après, j'avais découvert cette caméra là juste avant d'avoir entendu parler de l'A7S II, on va y revenir un peu aussi après, c'est toujours chez Sony, et pour le coup il y a plein de points négatifs et plein de points positifs qu'on va pas retrouver chez les deux caméras. Pour finir tout d'abord avec la qualité vidéo, on va pouvoir enregistrer au maximum en Ultra HD. Sur le packaging et de partout c'est marqué 4K, mais officiellement c'est du 3840 par 2160 pixels enregistré en 60 images par seconde avec un débit qui s'élève à 150 mégabits par seconde au maximum. C'est pour ça également qu'au niveau du stockage j'ai pas mal changé, puisqu'à l'époque j'étais sur de la carte SD comme là quand j'enregistre avec le réflexe Canon 60D, et sur celui-ci je vais être avec une carte XQD. Qu'est-ce que ça va me permettre? Justement d'accéder à des débits beaucoup plus hauts que cette caméra là me permet d'enregistrer, et c'est ce qu'on peut pas faire avec une carte SD. On n'arrive pas à atteindre des plafonds aussi hauts qu'avec une carte XQD, donc ça va être un coût en plus. Comptez environ 200 € pour une carte de 60 Go en XQD, donc c'est juste dingue au niveau des prix. Tous les accessoires qu'on va vouloir rajouter quand on passe une caméra comme ça, c'est quand même assez conséquent. Et au niveau du transfert et de l'enregistrement, je vous le cache pas, 20-25 minutes de vidéo, ça représente 32 Go de stockage. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux avoir un petit disque dur à côté de soi. Et pourquoi à côté de soi quand on filme? Parce qu'on va venir ouvrir notre petit panel qui est juste à notre gauche, et je vais pouvoir venir relier en USB directement 3.0 mon disque dur qui va se lancer. Donc tout va être alimenté grâce à la caméra, et il n'y aura pas que le disque dur, vous verrez après. Et on pourra, grâce au panneau de configuration, choisir de copier tous ces plans, de copier certains plans de notre carte XQD dans le disque dur, afin de vider notre carte XQD et pouvoir enregistrer encore une fois par la suite sans revenir à la maison, sans être sur le PC. Les débits sont beaucoup plus longs que si on était sur le PC, faut pas non plus en demander trop, hein, c'est une petite bestiole, mais c'est voilà, c'est un tout qui est hyper pratique à utiliser. Et sinon, pour venir copier nos films sur le PC, ce sera par mini USB tout simplement. Pour terminer sur les ports que va nous permettre d'avoir cette caméra là, on va pouvoir avoir du RCA jaune, blanc et rouge, hein, c'est du câble basique, mais également de l'HDMI, et pas de l'HDMI qui va nous downscale directement, et on va revenir sur ce mot là juste après, notre image
image en 3840 pixels par 2160 en 1080p, mais pour le coup on va vraiment pouvoir avoir de la Ultra HD qui sort de notre caméra vers notre carte d'acquisition. Donc si votre carte d'acquisition vous permet sur votre PC ou ailleurs, je ne sais quoi, d'avoir de l'Ultra HD en encodage, et ben c'est parfait, vous allez pouvoir récupérer et directement réencoder en temps réel pour faire du streaming, du live, de tout ce que vous voulez de la Ultra HD. Si c'est pas le cas et par exemple de mon côté j'utilise les petits Avermedia, et bien je vais relier tout simplement ma caméra en HDMI à mon Avermedia. Lui il va tout simplement prendre mon image en Ultra HD, il va la transformer en 1080p puisqu'il n'est pas assez puissant pour traiter de la Ultra HD. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait et pourquoi ça sert aujourd'hui d'avoir une caméra dite 4K? C'est pas pour l'exporter et pour présenter un fichier en 4K obligatoirement. C'est tout simplement quand on va avoir une image qui est officiellement 4 fois plus grande que du 1080p, et ben on va la rapetissir 4 fois par derrière pour avoir une image vidéo 4 fois supérieure au niveau des pixels. Les pixels vont être beaucoup plus proches les uns des autres quand ils seront forcément réduits de 4 fois, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une image en 1080p hyper nette. Pour un petit exemple, allez voir le vlog qui se nomme, je crois, je l'avais nommé ainsi, l'Oculus Rift au bout du monde ou un truc, attendez, c'était Skype avec l'Oculus Rift. Vous allez aller voir ce vlog là et à la fin, il y a un plan de la lune que j'ai filmé avec cette caméra là en Ultra HD et que j'ai rendu en 1080p. Le résultat est bluffant, surtout quand après je l'exporte en 50 mégabits seconde, même si ça l'a enregistré en 150, il faut que ça soit cohérent avec mes autres plans, mais pour le coup c'est vraiment pour ça à la base que ça sert une caméra aussi puissante, pas forcément pour exporter directement de l'Ultra HD. Quand on va avoir une belle image et cette caméra nous permet d'ouvrir jusqu'à 1,7, tout simplement le but c'est d'avoir une ouverture assez profonde pour pouvoir laisser rentrer un maximum de lumière, et c'est vraiment pour ça qu'ils ont voulu ouvrir à temps, c'est pas du tout pour avoir un super beau flou à l'arrière puisque ça ne le fait absolument pas, c'est pas le but premier d'une caméra comme ça. Quand j'enregistre des belles images, du coup là pour le coup il y a le Canon 60D qui s'occupe juste de la vidéo, et là ma caméra je suis en train actuellement d'enregistrer puisque je peux bénéficier grâce à cette caméra là de 2 entrées en XLR. Pour la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo là et qui en sont déjà là, parce que ça fait un bon moment que je parle, vous connaissez le câble audio jack, c'est le câble que tout le monde a avec son casque, avec son micro, etc. C'est des tout petits câbles en 2,5 ou 3,5 mm. Là le XLR c'est ce qu'utilisent par exemple les DJ sur les tables de mixage, en radio, etc. Et ça va nous permettre en fait grâce à ce câble à la fois de faire passer l'audio mais à la fois l'alimentation pour que le microphone soit actif tout simplement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que par exemple vous allez prendre le micro de Monsieur Koé à énergie, vous allez pouvoir le brancher directement à la caméra. Le micro de chez Koé il n'a pas d'alimentation à l'intérieur, il lui faut une bestiole derrière qui l'alimente pour que le son soit nickel à entendre, sinon le micro est beaucoup trop puissant pour fonctionner sans son comme la plupart de nos micros pour le téléphone, etc. Là pour le coup je vais juste venir le brancher, j'active le plus 48 volts et j'ai une alimentation fantôme à l'intérieur qui va pouvoir fournir du 48 volts pour 2 microphones que je vais pouvoir gérer grâce à la petite table de mixage qui est juste ici. Et ce qui est dingue, c'est que si je veux avoir un son ambiant de ma pièce, mais plus par exemple le son là avec le microphone Rode, c'est le NTG2 que j'utilise pour le coup. Au niveau rapport qualité-prix, pour l'instant j'en suis très content, c'est un micro perche, il fonctionne à peu près comme si vous voulez, vous le mettez un peu plus loin de vous, c'est la fonction d'un micro perche et ça va faire comme si en fait vous avez un rayon laser qui va venir pointer sur votre bouche et ça va vraiment juste enregistrer ce que le micro voit. Là par exemple le micro il passe vraiment comme ça, donc tout le son qui arrive ici est capté mais tout le son ambiant autour est beaucoup moins capté et il va être alimenté directement. Sur celui-ci je peux mettre une pile en plus mais pour le coup c'est pas la peine puisque je viens activer mon 48 volts, ça alimente mon microphone et en plus de ça je peux dire à ma caméra écoute ma bestiole, vu que je vais avoir un petit son d'ambiance mais que je veux pas trop que mon son d'ambiance vienne prendre la place de mon microphone principal, je viens quand même activer le microphone qui est pas mauvais du tout, qui est sur la caméra directement embarqué. Je viens sur mon petit panel ici baisser le gain de mon microphone intégré, augmenter le gain de mon microphone main ou de mon microphone perche et je peux avoir comme ça un son d'ambiance si on est à la foule, si on est dans un concert, etc. pour gérer le son que toi tu entends et le son que tu veux faire entendre à la caméra. Et au niveau de l'image, vous devez tout simplement vous demander depuis le début à quoi ça sert ce truc. Est-ce que c'est pour se la péter, l'œilleton qui est fourni avec des caméras comme ça contrairement à d'autres caméras où ça va être une option encore une fois par exemple sur la 7S2 à rajouter. Tout simplement aujourd'hui tout le monde utilise des écrans pour visionner ce qu'on veut. Sauf qu'un écran, vous êtes en plein soleil, vous voulez filmer vos gamins, une plage, peu importe, un coucher de soleil, et vous êtes bourré de luminosité, c'est impossible de gérer la limite colorimétrie qu'on peut faire un petit écran comme ça, parce que c'est quand même ultra petit. C'est grâce à ça aussi que ça va nous permettre la prise HDMI, si on veut rajouter un autre écran ici. Là pour le coup, j'ai le microphone main de chez Sennheiser qui est toujours relié et que j'utilisais pour les reportages, et quand on va voir un gros écran, ça sera peut-être un peu plus agréable, mais là pour le coup, le but c'est vraiment, je viens mettre mon œil à l'intérieur,
ça me coupe de toute la luminosité qui est autour et j'ai du coup la duplique exacte de ce que j'avais à l'écran. Ça fonctionne pas du tout comme un œilleton de réflexe, ça fonctionne pas par miroir et on voit pas exactement l'image que vous pouvez voir à l'œil nu. Ça va être tout simplement un écran qui est à l'intérieur de la caméra et que vous allez pouvoir visionner grâce à l'œilleton quand l'écran est désactivé. Il faudra pas oublier le mini temps de latence sur l'œilleton, c'est le petit défaut je pense au fur et à mesure, de toute façon tout sera réglé, mais voilà, il y a quand même un petit temps de latence au niveau de l'œilleton, mais encore une fois c'est pas fait pour enregistrer des vidéos de sport, des vidéos de ouf, etc. C'est vraiment fait pour du reportage, être calé, travailler vraiment son image et ce qu'on souhaite. Pour refroidir tout ça, parce que ça chauffe avec les batteries, etc. Là pour vous donner une idée, voilà, ça c'est ma main, ça c'est la batterie. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est pratiquement la taille du 1000D, du Canon 1000D que j'avais à l'époque. On va avoir un petit ventilateur qui est juste à côté et pour moi c'était la grande première, c'est très rigolo quand on enregistre au fur et à mesure en Ultra HD d'entendre le ouh avec le petit ventilateur. Pour le coup ce sera pas capté par le microphone si on arrive à bien gérer ses gains, mais c'est quand même, je trouvais ça assez dingue à chaque fois de grossir en caméra et du coup d'avoir à chaque fois une optimisation complète de la caméra pour éviter que ça chauffe, etc. etc. Pour terminer, on a tous les petits boutons on-off à droite. Ici on a des petits boutons qui vont être programmables. Là par exemple si je veux faire un zoom numérique pour vraiment gérer la mise au point de mon écran, je peux le faire. Je peux gérer dans mon panel tout ce que je souhaite. J'ai également des filtres que je peux imposer à ma caméra si j'ai vraiment trop de luminosité. La caméra au niveau de la sensibilité à la lumière ne va pas se gérer par l'ISO mais par les gains, c'est vraiment du décibel donc ça va être à vous de régler, c'est un petit truc en plus à prendre en main. Voilà, pour ma part en tout cas une caméra comme ça j'ai mis à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines avant de l'allumer pour la régler et savoir exactement le réglage que je souhaite faire. Encore une fois ça fait un bon moment que je suis dessus, c'est pas du tout le type de caméra que je conseille à vous jeunes youtubeurs qui voulez vous lancer juste pour faire du podcast ou partager des voyages ou quoi que ce soit. C'est vraiment une caméra dite plus professionnelle, c'est pour rentrer dans les caractéristiques professionnelles et pourquoi pas par la suite atterrir avec des vraies caméras TV ou alors de la RED ou alors voilà, enfin voilà des grosses caméras mais qui sont beaucoup plus grosses à utiliser. Il faut vraiment avoir une utilisation spécifique. Aujourd'hui si vous avez un budget qui tourne autour des 5000 € parce que c'est ce que ça coûte au total avec le trépied, avec le microphone, avec la caméra, c'est un budget de 5000 € si vous voulez évoluer sur une telle caméra. Je vous conseille plutôt de viser pourquoi pas la 7S2 qui est vachement plus simple déjà à prendre en main. On a la prise comme un réflexe, ça va être moins encombrant, plus léger donc, et en plus de ça, ça va pouvoir vous permettre de faire de la photo à côté donc ça sera voilà un peu plus présent pour le grand public. Je pense qu'une caméra comme la 7S2 fera très bien l'affaire et c'est surtout au niveau de la sensibilité à la lumière, c'est même pas la peine d'aller essayer sans panneau LED ou quoi que ce soit, d'aller filmer à l'extérieur en pleine nuit un petit reportage avec une ruelle à peine éclairée, vous verrez strictement rien ou alors si c'est comme si vous jetteriez du sable devant la caméra quoi, tellement c'est dégueulasse, c'est pas fait pour, mais au soleil ça marche d'enfer. Je pense en avoir terminé, il y en a tellement à dire sur cette caméra là. Je finis avec le chargeur, voilà que j'avais mis à côté comme ça, voilà la taille du chargeur aussi, c'est un coup, c'est de l'entretien aussi, voilà faut pas oublier de toujours bien la ranger, etc., nettoyer, blablabla. J'en ai fini avec cette caméra posée sur le gros trépied Manfrotto, pour celles et ceux qui vont demander en fin de vidéo, mais t'as pas présenté le trépied, voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas c'est un réel plaisir de pouvoir tourner au fur et à mesure avec ça. J'aime toujours mon petit Canon 60D ou ma petite Legria Mini X, qui pour le coup est aussi grosse que cette batterie là, pour filmer mes petits vlogs, ça suffit amplement. C'était tout pour cette vidéo très longue, mais très complète, et je me devais de la faire. D'ici les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Je poste plein de photos de la bébête, parce que ça y est, je suis marié avec, je peux plus m'en séparer. À très vite, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Rap is law and I'm passing the bar. All verses considered like I'm NPR, and we are killing them. Everyone I roll with, gunning for the top spot, the opposite of hopeless. My flow is the dopest of anyone in showbiz. No more riddling, I'm still so